Sunday Night Production. C'est vrai que derrière ça, on est rentré avec le bateau. Ça peut être compliqué parce que Vendée Globe, c'est des projets qui se montent sur 3-4 ans. Et en fait, on est tellement focus sur cet objectif que même quand on finit ce tour du monde, derrière, t'as l'impression d'arriver dans un vide où voilà, ça fait plusieurs années que tu prépares ça, puis tout d'un coup, ça s'arrête, quoi. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de plonger dans l'univers captivant de la voile avec un marin d'exception, Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, un nom qui résonne dans les mers du monde entier. Véritable passionné des océans depuis sa plus tendre enfance, Thomas a transformé sa passion en une carrière remarquable, naviguant à travers les océans les plus redoutables et repoussant les limites de l'endurance humaine. Dans cet épisode spécial d'Ultra Talk, nous allons découvrir les coulisses de sa vie de marin intrépide. Nous allons plonger dans les défis et les triomphes qui ont marqué son parcours, des vagues déchaînées de l'océan Atlantique aux étendues infinies de l'océan Pacifique. Nous allons également explorer les technologies de pointe qui propulsent ces bateaux de course à travers les océans et permettent à ces navigateurs de rivaliser avec les forces naturelles les plus puissantes de notre planète. Mais au-delà des exploits sportifs, nous allons également découvrir quel homme se cache derrière le navigateur. Comment se prépare-t-on mentalement et physiquement pour affronter des mois de mer, loin de toute civilisation? C'est ce que nous allons découvrir avec Thomas Ruyant. Bonjour Thomas. Bonjour Arnaud. Avant toute chose, avant d'échanger, déjà un grand merci pour le temps que tu nous consacres, parce qu'à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, j'imagine que le temps est compté, que les tâches ne manquent pas sur ta to-do list. Donc bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Alors c'est une question traditionnelle que je vais poser et les auditeurs fidèles vont savoir quelle sera ma première question. Ça me gêne un petit peu de te poser cette question à toi, parce que bon, les gens qui suivent le monde du sport connaissent Thomas Ruyant, mais c'est intéressant toujours de voir comment l'invité sous quel axe l'invité se présente. Donc, est-ce que Thomas, s'il te plaît, tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast? Je suis navigateur. Je suis actuellement en train de préparer le prochain Vendée Globe. Mais avant le Vendée Globe, on a quelques transats, dont la Transat Jacques Vabre là, qui va partir dans quelques semaines. Voilà, c'est mon métier depuis une quinzaine d'années. Voilà. Alors le Vendée Globe effectivement part l'année prochaine. Ouais, on en c'est discutait juste avant d'ouvrir les micros avec un passionné de sport également. On parlait du Vendée Globe et je lui disais c'est l'année prochaine. Il me disait non, c'est déjà l'année prochaine. Mais c'est vrai que le Vendée Globe occupe, quand on aime le sport, tellement nos esprits qu'on a l'impression qu'il est quasiment tout le temps là, quoi, et que 4 années ça passe très très vite parce que c'est tous les 4 ans. Et bien évidemment il y a les phases intermédiaires comme tu l'as dit, pour se préparer comme tout sportif, les phases de préparation pour être fin prêt le jour J. Et donc il y a cette fameuse effectivement course qui arrive très très prochainement, auquel tu seras au départ avec un équipier, on en parlera, la Transat Jacques Vabre. Et avant de parler de ça, Thomas, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, que tu nous parles de tes débuts, de ton enfance. Tu es né, tu as grandi dans le nord de la France. Les premiers bords que tu as tirés étaient à quel âge? Comment ta passion pour cette discipline est arrivée? Écoute, j'ai grandi au bord de l'eau à Dunkerque, donc pas très loin de la mer, mais finalement ça a pas été mon sport tout jeune. J'ai fait beaucoup de hockey sur glace, par exemple, de triathlon, d'athlétisme, peu de Tu as tennis. joué sous le maillot des Mais c'est Corsaires vrai alors? que Tu as joué sous le maillot des Corsaires? ouais, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et c'est vrai qu'on est un super club de hockey à Dunkerque. Et du coup, moi, la régate, c'est venu finalement assez tard. Alors, je faisais des petits stages d'optimiste l'été à Dunkerque ou ailleurs, mais c'est vrai que voilà, la passion pour la régate et le large, c'est vraiment arrivé tardivement, enfin tardivement entre guillemets par rapport à, on va dire, un cursus un peu plus classique des marins qui sont avec moi aujourd'hui sur le circuit. J'ai pas fait toute cette filière de voile légère ou de dériveur olympique. Voilà, ça n'a pas été mon parcours. Moi, j'ai commencé finalement ma première régate, je crois que c'était vers 16 ans, Et c'est sur tard? des C'est petits tard, Thomas? dériveurs qui s'appellent les lasers. Ouais, c'est assez tard, ouais, 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 en laser. Bon, sauf que j'ai pas non plus le gabarit, le gabarit pour ces petits supports, faut assez lourd, assez costaud.
Moi, je suis plutôt un petit gabarit. Et en fait, ça m'a tout de suite piqué ce jeu de la régate et avec l'envie d'aller toujours un petit peu plus loin, un peu plus vite, avec des bateaux un peu plus gros. C'était aussi plus adapté à mon gabarit, étonnamment. Mais voilà, ça s'est fait finalement assez tardivement, mais quand même avec ce petit truc où bah de grandir au bord de l'eau, forcément, je pense que forcément. Ouais, je sais plus avec quel invité on en parlait et il me disait bah forcément quand on est chamoniard on est bien plus attiré par les disciplines de la montagne, du ski, de la neige et quand on est au bord de l'eau bah forcément on est un peu plus attiré par les sports d'eau. Donc c'est intéressant que tu nous expliques justement ce parcours classique. Les montagnards sont aussi attirés par le monde maritime et Ouais, inversement. Je passe beaucoup de temps aussi à la montagne l'hiver et puis je connais quand même pas mal de montagnards maintenant et qui se mettent aussi à la navigation, ouais, voire à la course au large, comme Aurélie Ducrot par exemple. exactement, que j'ai eu la chance également d'avoir sur le podcast Navigateur sur Crosscall qui nous avait expliqué son parcours, qui est Mm. champion du monde De de ski freeride. cross, ouais, de freeride, et enfin voilà, c'était hyper inspirant. Donc c'est intéressant que tu nous expliques ce parcours de hockeyeur, de sportif, et puis naturellement ça arrive dans ta vie, cette discipline de régate. Et concernant les études, parce qu'à un moment donné il faut aussi concilier la passion pour le sport et les études. Quelle filière tu as faite? Alors moi j'ai fait STAPS. J'ai passé un master en management du sport. Euh, euh, Voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de sport, beaucoup de compétitions. La voile est arrivée tard, mais c'est vrai que le sport fait Fait partie partie de ta de vie. mes passions. Je Fait me suis partie de ta vie. énormément pris l'ensemble des sports, les sports. J'adore ça. Et c'est vrai que la voile et en tout cas la course au large, pour moi, c'est là où je m'y retrouve entre guillemets le plus, quoi. Je trouve que c'est une discipline grisante et complète et voilà, puis on en parlera aussi après, mais c'est vrai qu'il y a il y a pas que la partie sur l'eau qui m'intéresse, il y a tout ce qu'on peut faire autour et Ouais. tous les montages de projets. C'est vrai que mon parcours, moi, je suis passé par des études de STAPS à l'époque. On va parler effectivement de ce parcours de sportif, mais aussi de chef d'entreprise, donc de navigateur solo, mais aussi il y a la navigation en équipage. Donc ça, on va parler de ça effectivement. Donc tu as fait STAPS et je te pose ces questions volontairement, mais même si je connais certaines des réponses, mais derrière, effectivement, tu rentres, un de tes premiers jobs en tout cas, c'est dans une agence de communication événementielle. Euh, Ouais. et puis ensuite, derrière, tu vas travailler dans une société d'accastillage. Est-ce que tes choix professionnels ont été guidés aussi par ta passion sportive? Ou est-ce que ce sont des jobs qui se sont présentés sans forcément avoir de lien les uns les autres? Alors finalement, c'est pas des jobs qui ont duré très longtemps parce que mon petit passage en boîte d'événementiel, c'était tout juste à la sortie de mes études de STAPS et bah ça a duré que quelques semaines, mois, parce qu'en fait très vite, je me suis rendu compte que C'était pas pour toi. bah ça me prenait aussi pas mal les week-ends, ça m'empêchait de naviguer et finalement le choix suivant a été de travailler pour une boîte qui vendait des bateaux, qui fournissait de l'accastillage. Et en fait, ce qui me permettait, moi, de beaucoup naviguer, puisque je réceptionnais les bateaux neufs, je les montais, et j'allais les livrer aux Pays-Bas, Danemark, Britannique. Et donc, ça m'a permis de faire quand même pas mal de villes. C'était pas de course, mais ça m'a permis de passer du temps sur l'eau. Et puis, en parallèle, de préparer mon tout premier bateau de course. C'est vrai qu'à la sortie de ces études de STAPS, j'avais pas du tout comme ambition pour, en tout cas, d'en faire un métier. Mais je voulais quand même participer à cette fameuse course. Alors peut-être on a déjà entendu parler, la Mini Transat, Bien sûr, bien qui est sûr. finalement un peu l'antichambre de la course au large. On dit d'ailleurs pas Stamini d'abord. C'est une transatlantique en solo sur des coques de noix qui font 6,50 m, mais qui sont des bateaux d'exception. C'est des bateaux tout en carbone, très légers, très raides, très raides. Et donc j'avais envie de me faire ça avant de rentrer dans une vraie vie active entre guillemets. Et finalement, ça a été le point de départ de beaucoup de choses. Euh, Quel a été le déclencheur, Thomas? c'est beaucoup de ces rencontres, c'est un peu des concours de circonstances. Moi, quand je finis un mini transat, donc je travaille en parallèle dans ce ship qui me permet de préparer un bateau finalement que je récupère parce que j'avais pas un rond. Et en fait, je fais un deal avec le propriétaire en lui disant, écoute, moi, je te prépare ton bateau.
Je le mets bien parce qu'il était un peu en train de vieillir dans le port de Dunkerque. Et en échange, tu me laisses faire quelques courses. Et donc, je me suis pris un petit peu au jeu, qualifie cette transatlantique. Et au dernier moment, je trouve un partenaire qui s'appelait Faber France. C'était les leaders, d'ailleurs c'est toujours, je pense, les leaders français du drapeau en France. Et donc, je trouve ce partenaire un peu en dernière minute. Je participe à cette première mini transat, qui est une course qui rassemble à peu près une centaine de bateaux. Et en fait, j'ai adoré préparer ce truc-là, préparer le bateau, préparer le projet, trouver des partenaires et puis partir, voilà, à l'assaut de l'Atlantique. C'était ma première transat. Et je sais plus combien je finis, 20e ou 25e. J'ai eu plein de galères pendant la course, mais ça m'avait énormément plu. Puis à l'arrivée, il y avait le patron de Faber France, Patrick, qui était là. Et à l'arrivée, il me dit, écoute, avec les salariés, on a suivi ton parcours, c'était génial, on a adoré. Si tu veux, ben, on va faire la prochaine édition. Et donc moi, je lui dis, bah écoute, ouais, ok, deal, on y va. Et je lui dis, par contre, j'y retourne, mais moi, si j'y retourne, je suis un compétiteur, genre, ce serait bien qu'on trouve un bateau. Et donc on a trois bateaux plus performants, plus récents. Donc c'est une course tous les 2 ans. Donc 2 ans après, je me représente au départ de cette Transat 650 et je gagne la course. Et en fait, bah voilà, il y a beaucoup de choses qui partent de là finalement. Ouais, là, on est au début des années 2000, hein, entre 2006 et 2008. Ouais, 2009, c'est ça. Première Ouais, mini transat c'était en 2007 et puis la mini transat de 2009. Donc c'est voilà, c'était la première grosse victoire. tu parles de traversée de l'Atlantique. Combien de fois tu l'as traversée? Peut-être que tu te souviens plus le nombre de fois, mais tu l'as traversée plusieurs fois parce que tu as gagné plusieurs fois cette traversée sur des bateaux différents, des catégories de bateaux différents, justement. Ouais, 8 ou 9 fois. Et les tours du monde, mais même un peu plus. Écoute, c'est une bonne question. Je tiens pas de Tu peux... compteur des tours d'Atlantique. ouais, mais c'est vrai que ça reste impressionnant. C'est quasiment tous les ans, quoi. Hein, donc, Ouais, ça reste voir impressionnant. plusieurs transatlantiques par an. Par exemple, là, je me prépare il y a 2 transatlantiques là cet hiver et 2 transatlantiques au printemps. Donc là, en 6 mois de temps, je vais en faire 4. Tu vois. Donc, Bon, ouais, ça doit pas tenir sur le. Et c'est vrai qu'effectivement, ta carrière effectivement se lance au début des années 2000, comme tu en as parlé, s'accélère avec ce partenariat avec Faber France. C'est vrai que moi, je suis toujours. C'est vrai que vous, les navigateurs, je trouve ça extraordinaire la manière dont vous arrivez à monter les projets. Alors, vous êtes probablement accompagné, et tu vas nous en parler parce que depuis les années 2000, les années sur lesquelles on est actuellement et aujourd'hui, ben, ta structure, tu as créé déjà ta structure, tu as su la faire évoluer, donc tu es accompagné, mais vous avez cette capacité d'emmener avec vous des marques. Alors ça se fait pas comme ça, hein. Il faut être capable d'avoir un niveau de frustration probablement très élevé, parce qu'il y a probablement beaucoup de portes qui se referment, ça c'est clair, chose d'imaginer. Mais vous avez cette capacité à emmener des marques avec vous, à lever des fonds, parce qu'on est sur un sport, quand on parle de traversée de Vendée Globe, qui nécessite des gros investissements. Et je trouve que vraiment, vous avez cette capacité d'emmener les gens avec vous. bah alors, écoute, ce qui est sûr, c'est que ça reste un truc de passionné. Donc forcément, quand il y a une passion derrière qui te tient, c'est peut-être voilà, c'est peut-être plus facile d'aller vendre quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la partie la plus facile du job. Il n'y a pas vraiment de règles, je pense, voilà, pour réussir à rassembler des fonds et participer à ces courses au large. Ça reste du sport mécanique, donc c'est des sports qui coûtent cher entre guillemets, même si dans le monde du sport, je pense qu'on est encore loin de ce qui peut se pratiquer Bien dans sûr, dans bien d'autres sûr. dans d'autres sports. Mais c'est vrai qu'au début, non, je suis pas vraiment accompagné. En fait, je suis un peu tout seul, hein, parce que ben, pour être accompagné, il faut aussi voilà, être capable de De financer. payer tout ça, quoi. Donc non, au début, je suis un peu tout seul. Je fais mes petites plaquettes, je passe des coups de fil, j'essaye de faire marcher le peu de réseau que j'ai, et puis voilà. Donc Et puis effectivement, après, au c'est des début, c'est rencontres, hein. C'est galère. une J'ai eu histoire de rencontres. il y a eu des années sans, des années creux, des années où je me suis dit bon bah de toute façon, voilà, moi j'y arrive pas ou je trouve pas les ronds, donc j'arrête, je vais faire autre chose, quoi. Parce qu'à un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence. Et puis, ouais, bah, des fois, la vie, elle fait bien les choses. Il y a des rencontres qui se passent, il y a des coups de fil qui se font et voilà, qui t'ouvrent des portes. Donc, ouais, il y a pas vraiment de règles. Et au final,
ouais, c'est pas une partie facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, bah oui, il y a une structure, il y a des gens qui m'accompagnent bien, et je suis extrêmement bien Bien entouré. accompagné pour tout ça, tant Bien technique, entouré. Ouais. sportif que gestion de projet ou en recherche de partenaires. Tu vas nous expliquer ça, mais je reviens juste à l'achat de ton premier bateau. De ce que j'ai lu dans les Ouais. différentes interviews, le nom que tu donnes à ce premier Mini 650, c'est un nom, enfin ce nom va suivre tes bateaux, c'est ça? C'est Natché. Hein, c'est fou ça que tu aies trouvé ça. Ben ouais, écoute, alors Natchez, en gros c'est trempé mouillé en Dunkerque, quoi. Très Et bien. donc bah c'est vrai que moi je suis sur des circuits, il y a beaucoup de Bretons, donc Ouais, c'est les vrai, c'est Nordiques, vrai. on n'est pas tant que ça. Voilà, je suis un peu chauvin aussi, je suis fier de venir de là où je viens. Et donc ouais, c'était effectivement le nom. Alors c'était pas son nom de scène, hein, c'était son nom Oui, c'était le nom de du bateau, baptême, mais on va pas dire. le nom effectivement, Euh, effectivement, ouais, tout à fait, non, sur non, les épreuves. et ouais, ouais, c'était le nom de mon premier bateau. Et là, d'ailleurs, sur ces premières transats, et notamment cette Mini 2009 que je remporte. Donc, il y a Faber France, mais il y a aussi la ville de Dunkerque qui C'est m'accompagne et ça, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Toujours. Tu parles de la ville de Dunkerque. Est-ce qu'en 2006, quand tu bouges de région, quand tu vas habiter dans le Morbihan, est-ce que c'est pour te confronter justement, j'allais dire au vrai, mais pas forcément, mais est-ce que c'est pour te confronter à ce monde-là de la voile, pour apprendre, pour te Ouais, mais développer, en pour... fait, hmm, rapidement, si tu veux, je me rends compte que bah, à Dunkerque, je suis un peu tout seul pour m'entraîner, pour me préparer. Et finalement, les compétences, elles sont plutôt en Bretagne. Et puis surtout, il y a sur toutes ces années où j'étais sur le circuit mini transat, bah, les autres s'entraînaient tous en Bretagne Sud, dans le Morbihan. Donc très vite, quand je récupère moi un bateau plus performant, où l'objectif il change un peu, il est plus de faire une première transatlantique ou de faire voilà, une première transat, il est de faire bien les choses. Et donc, effectivement, en 2006, je migre à Lorient. D'ailleurs, j'habite toujours là. Et un peu devenu depuis, d'ailleurs, un peu la Mecque de la course au large. Mais c'est vrai que mon rêve reste quand même, à Dunkerque, ma famille là-bas, j'y retourne régulièrement. Et tous mes bateaux de course depuis 15-20 ans, là, je les ai tous ramenés à Dunkerque pour partager avec les nordistes et Dunkerque, quoi. Ah, c'est intéressant de connaître ce chapitre. Donc là, c'est vrai qu'on s'est vraiment attardé sur les débuts, on va dire, hein, les débuts d'être skipper professionnel. C'est un métier, mais ça nécessite aussi plein de compétences derrière. Et puis effectivement, il y a donc Faber France qui te fait confiance avec l'achat d'un bateau, comme tu l'as dit, pour aller chercher la gagne, plus de compétiteurs. Et là, effectivement, 2009-2010, moi, tout ce que j'ai pu voir dans ton palmarès, c'est des victoires. Donc là, 2009-2010, on sent qu'il y a une vraie accélération des résultats qui sont là, donc ça s'enchaîne vraiment, ce sont deux très très belles années. Alors il y en a d'autres derrière, hein, mais là vraiment 2009-2010, on voit vraiment que voilà, tu t'installes Ouais. dans le métier, dans la discipline, dans la profession, je sais pas trop comment on peut dire, mais en tout cas voilà. Bah, je m'installe. Ouais, c'est un peu là finalement que se fait un peu cette transition où je me dis, ok, ça peut être mon métier et ok, j'ai envie de continuer, j'aime ça. Voilà, c'est ici, c'est à ce moment-là que ça se... Ben, comme je te disais au début, en fait, j'ai le patron de Faber m'attend. L'arrivée, c'était à Salvador au Brésil. Il m'attend sur le ponton, on gagne la course. Et il me dit, bah, vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et en fait, moi, je m'attendais pas à gagner. Il dit, bah, écoute, il y a la route du Rhum dans un an. Et voilà, il y a des classes 40, donc c'était la série à l'époque la plus représentée sur la route du Rhum. Il y a une quarantaine de bateaux. Et je dis, bah ouais, on peut se faire une route du Rhum dans un an. Par contre, faut pas traîner, faut vite récupérer un bateau et puis s'entraîner pour être prêt dans un an. Et donc, en fait, la suite de cette mini, elle se fait en classe 40, toujours avec Faber France et Dunkerque d'ailleurs. Et, euh, et un an après, bah, je remporte classe 40. Et en Tu fait, remportes la catégorie finalement, classe à 40. l'arrivée de Ouais. cette Coupe de Rome, je me dis, ok, ben, je commence à avoir aussi une petite notoriété. Et ouais, c'est ça que je veux faire. Bon, sauf qu'après la route du Rhum, je fais un petit peu de Figaro, qui est un circuit euh, assez exigeant, parce que ce sont des monotypes, donc on a tous les mêmes bateaux. Et puis surtout, en farce, il y a tous ces marins qui arrivent de l'olympisme et qui ont cette culture finalement Ouais. du détail, de, du placement, de la régate au contact, que moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai pas eu ce cursus-là. J'aime le large, je suis un peu un diesel.
Et c'est vrai que ces régates en flotte au contact avec des bateaux très très proches, moi j'ai pas l'habitude de ça. Et en fait, je me le prends un peu dans les dents sur mes premières années Figaro. Alors je fais pas des mauvais résultats, mais je gagne pas les courses et je fais des résultats, on va dire moyens. Mais par contre, j'apprends énormément. Et Ouais, Ouais, c'est un c'est un vrai vrai c'est vrai que ce apprentissage. apprentissage. circuit Figaro m'a permis de d'avoir quelques clés supplémentaires pour ce métier de navigateur. Donc même s'il n'y a eu pas de gros résultats, ça m'a énormément servi. Et suite à 2, 3 années en Figaro, le patron de Faber, Watt, Dunkerque, ça change un peu d'équipe politique. Bref, je me retrouve sans partenaire. Et donc là, j'ai une ou deux années très compliquées où je me dis, bah ouais, est-ce que je compte que je galère, j'arrive pas à trouver de financement pour monter un projet ou Classe 40 ou Vendée Globe. Parce que là, je commence à penser tout doucement à ce circuit IMOCA. C'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans la course au large en solitaire, enfin, en tout cas, c'est mon cas, mais t'as toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Et le Graal de la voile Bah en oui, solitaire, c'est aujourd'hui, clair. c'est le Vendée Globe, C'est évidemment, le Le Vendée quoi. Vendée Globe, Globe. ouais. C'est vraiment la course ultime, c'est le tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre que c'est vraiment voilà, notre Everest, quoi. Donc, voilà, mais je galère un peu, puis en fait, la suite se fait avec, voilà, comme je te disais, une histoire de rencontre. C'est un coup de fil un soir d'un entrepreneur du Nord qui, avec quelques autres d'entreprises, ont acheté un IMOCA et veulent être au départ du Vendée Globe suivant. Voilà, et donc ça a été Donc Donc c'est un c'est un groupe groupe de de la passionnés passionnés en en suite, en fait. tout fait. cas mon premier projet IMOCA, et donc ça c'était en 2015. C'est ça, donc c'est un groupe de passionnés qui en 2015 achètent un IMOCA, achètent un bateau, mais se disent, bon, on va y mettre un navigateur et te contactent. Et quand tu raccroches ce soir-là, on vient en gros te proposer ce projet. Est-ce que tu peux nous partager ce qui se passait dans ta tête? Ben, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Et, j'étais aussi dans un moment de mon parcours où bon, ça faisait quelques années que je naviguais. C'est vrai que ça reste, en tout cas à cette époque-là, je montais, mais j'étais un peu tout seul. J'avais pas de grosse équipe. J'avais un préparateur ou deux, mais euh, euh, tu te poses la question de pourquoi tu le fais. Ça reste assez égoïste. Hein, tu le fais vraiment Bien sûr. pour ton plaisir et même si c'est un truc que tu partages avec tes partenaires et que tu sens que voilà, ce partage-là, il est important, mais malgré tout, tu le fais un peu pour toi. Et en fait, rapidement, on se retrouve bien avec ces entrepreneurs qui m'appelaient. Je leur ai dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Par contre, on peut y aller, mais il faut qu'on ait un projet différent et moi, ouais, c'est voilà, pouvoir avoir un projet qui a un peu d'impact. Et donc en fait, de là se monte le projet qui s'est appelé Le Souffle du Nord pour le projet Imagine. Et donc ça a été ma première campagne Vendée Globe. Alors on en parlera, hein, qui se termine pas hyper bien, mais Au malgré large tout de la l'histoire, Nouvelle-Zélande, c'est a ça, été ouais. dingue, quoi. Ouais. Bah, tu peux nous le partager effectivement, hein. Donc tu étais contraint malheureusement sur ton premier Vendée Globe à l'abandon un 18 décembre à la suite de ce que j'ai pu lire, une collision avec un OFNI, c'est ça? Ouais, alors au final, on pense qu'il n'y a pas eu de collision, ça a été plutôt une vague Plus entre fort qu'une guillemets autre. scélérate, mais en tout cas une vague plus forte qu'une autre dans des conditions assez dures en mer de Tasmanie où moi je suis en train de dormir et en fait le bateau accélère dans une vague et une vague beaucoup plus grosse et abrupte que les autres. En fait, le bateau plante en pied de vague. Alors moi j'ai vécu ça comme un choc. En fait. Et c'est vrai que sur le moment, ma première réaction, j'ai tapé un conteneur. Enfin, j'ai tapé quelque chose de dur, d'énorme. Enfin, le bateau s'est littéralement arrêté, s'est projeté à l'intérieur. Le bateau s'est quitté en deux, tout mon système de part était détruit. Enfin, ça a été, il faisait nuit, il y avait 45 nœuds, 6 mètres de houle. Enfin, c'est un peu l'apocalypse. Et donc c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression d'avoir tapé. Et puis finalement, on découvre plus tard, finalement, avec les analyses Mhm. Mhm. de la centrale inertielle que j'avais à bord, avec comment l'analyse des traces sur la coque. En fait, il n'y a pas eu de choc, c'était une vague, quoi. Bref, là, le résultat le même, le bateau est cassé, donc je m'arrête au sud de la Nouvelle-Zélande, parce que je peux pas faire autrement, quand le bateau est à moitié en train de couler. Et là, je suis à 3 jours de mer du port le plus
proche. Est-ce que tu déclenches ta balise ce jour-là? Non, par contre, elle est autour de mon cou. Elle est autour de mon cou, je suis en combinaison de survie. J'ai mon radeau de survie qui est prêt. Est-ce qu'on a le temps d'avoir peur, Thomas? Ou est-ce que c'est l'instinct de survie? J'ai fait quelques cauchemars en arrivant, mais c'est vrai que sur le moment, bah, tu sais que c'est des trucs qui peuvent arriver. Alors souvent, tu te dis que c'est de toute façon des trucs qui arriveront pas à toi. Puis en fait, ce jour-là, bah, ça m'est arrivé à moi. Et bah, c'est pas des moments simples, mais finalement, c'est là où tu te rends compte que l'homme ou le corps est bien fait. C'est que tu rentres dans un espèce de d'action-réaction un peu automatique, où où bah tu sens que bah t'es un peu en danger et qu'en fait il faut t'as pas le temps d'avoir peur, quoi. T'es vraiment dans la résolution du problème voilà pour sauver ta peau, sauver ton bateau déjà, parce qu'en fait bah c'est pour te sauver toi il faut d'abord sauver le bateau. Alors je savais que j'étais en appuyant sur ma valise de très détresse, je pouvais avoir un hélico 3-4 heures après au-dessus de moi, sauf que bah les conditions de mer étaient quand même assez sévères. Et donc j'arrive à ramener le bateau après 3 jours sans trop dormir dans ce petit port de Bluff. Et pour l'anecdote, j'arrive dans ce petit port du bout du monde, parce que bah, pour ceux qui connaissent le sud de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas grand-chose, quoi, hein, c'est des montagnes. Et en fait, quelques heures avant d'arriver, moi j'ai vraiment une grosse tempête qui descend de la mer de Tasmanie, donc il est vraiment urgent que j'arrive à me mettre à la montagne. Et en fait, c'est une fois que je suis à l'abri des montagnes que je découvre finalement ce paysage magnifique au sud de la Nouvelle-Zélande. J'étais tellement centré sur mon bateau que en fait j'ai pas vu ce paysage incroyable. Je l'ai vu une fois que j'étais sorti d'affaires et que la mer s'était commencé à se calmer. Et j'arrive dans ce petit port de Bluff. Il y a pas vraiment de ponton, il y a une petite darse dans laquelle viennent se mettre les pêcheurs. Donc je m'amarre sur un ponton un peu rouillé avec des pneus, pas du tout adapté à mon bateau qui fait 18 mètres de long. Et et là j'ai un pêcheur qui rentre dans la darse et qui fait un demi-tour mais très près du bateau. Et donc moi je remonte à bord pour parer un peu sa manœuvre, parce que je me dis, mais il va me casser mon bateau encore plus. Puis en fait, les mecs étaient vraiment sûrs de lui. Et il lance un sac sur le fond du bateau. Et dans ce sac, il y avait 6 homards. Et donc, c'était mon premier repas, voilà, après un demi-tour du monde sur ce premier Vendée Globe. Et donc, c'était pas une arrivée comme on l'imagine au Sable d'Olonne, avec un engouement du public nombreux. Ça a été voilà un peu plus intimiste, mais avec quand même ce pêcheur qui est venu me saluer, puisqu'en Nouvelle-Zélande il avait suivi que ce sauvetage, il avait fait beaucoup parler, et donc il était venu C'est une belle, me saluer. j'allais dire, c'est une belle histoire. Ça se Avoir termine. une belle arrivée. Voilà, ça se termine bien malgré toutes ces péripéties. Mais il y a aussi, tu l'as dit, hein, un départ de Vendée Globe, hein, ça doit être, parce que là pour le coup on peut pas l'imaginer, sauf pour ceux qui l'ont vécu, mais ça doit être un moment magique. C'est un moment qu'on a envie de revivre encore et encore, tellement quand on s'élance comme C'est ça, un peu bateau après bateau. ouais, c'est vrai que dans beaucoup de sports, ça se passe dans des stades ou dans des enceintes avec du public. C'est vrai que nous, on a la particularité de la course au large, c'est que ça se fait un peu à distance forcément. Donc on essaye de partager ça aujourd'hui. On a beaucoup de moyens pour faire du son, envoyer des photos, des images. Mais c'est vrai que ce départ, c'est la seule course finalement qui offre ça. Il y a la Route du Rhum aussi, un peu la Transat Jacques Vabre, mais c'est vrai qu'il y a un truc de spécial qui se passe au départ et aux arrivées d'un Vendée Globe avec un public vendéen et puis qui vient de partout. Ouais, clairement, ouais. C'est vrai que ça vient de toute la France, voire même de toute l'Europe. Notre stade qui arrive une fois tous les 4 ans où Tout à fait. on est un peu célébré, et c'est vrai que c'est des moments très très forts. Et est-ce que comment ça se passe les jours d'après? Parce que c'est vrai que quand on suit un Vendée Globe, on suit alors soit effectivement sur les réseaux, sur le site directement de la course, donc on voit les navigateurs, navigatrices évoluer, et puis parfois effectivement on voit abandon de telle ou telle personne. Et pour nous, la course continue, mais pour vous et notamment pour toi cette année-là, la course s'arrête, mais derrière, il faut se débrouiller pour rentrer. Comme tu l'as dit, il faut se débrouiller. Ça prend 3 jours. Et tout ça, nous qui suivons la course, on ne voit pas cette partie-là. On voit juste que Thomas Ruyant a abandonné, pour telle ou telle raison. Mais derrière, on n'est pas informé de... Il a mis 3 jours pour atteindre un petit port de pêcheurs. Comment est-ce qu'il rentre? Est-ce que tu as pris ce jour-là, ce qu'on pourrait dire un chaos, quand on est compétiteur, on a envie de performer, et tout s'arrête? Combien de temps tu as mis pour
sortir, alors c'est un peu imagé, mais sortir la tête de l'eau après ce 18 décembre si dramatique pour toi? Ben, c'est sûr que c'est. Alors, bon, le retour, c'est 3 jours pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Ça a été quand même un peu suivi, mais c'est vrai que derrière ça, une fois qu'on est rentré avec le bateau, euh, euh, ça peut être compliqué parce que ben, Vendée Globe, c'est des projets qui se montent sur 3, 4 ans. Et en fait, on est tellement focus sur cet objectif que, et même quand on finit ce tour du monde, hein, bon là, ça n'a pas été mon cas cette édition-là, mais derrière, t'as l'impression d'arriver dans un vide où ben voilà, ça fait plusieurs années que tu prépares ça, puis tout d'un coup, ça s'arrête, quoi. Et donc là, ben oui, qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? En fait, tu t'es un peu perdu, t'es un peu perdu, quoi. Et finalement, euh, j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi pour préparer ce Vendée. Et à l'arrivée, j'avais notamment Laurent Bourguès, avec qui j'ai travaillé après de longues années derrière, qui était le boat captain, on appelle ça, ou en tout cas le directeur technique du bateau, qui m'attendait là-bas. Et en fait, je me souviens, le premier soir où j'arrive, voilà, on était devant l'hôtel, on discutait. Et puis, en fait, très vite, on dit, OK, il faut qu'on y retourne. Et un peu comme pour ma première minute en date, on s'est dit, on y retourne, mais on y retourne avec un bon bateau. Voilà. Et donc, en fait, dès mon arrivée, tout de suite, je me projette une suite. Et en fait, c'est finalement ça qui m'a un peu tenu et qui m'a permis de pas rester sur cet échec, en fait. Ouais, c'est tout de suite de se projeter, ouais. Ouais, de se projeter sur l'avenir, en fait. D'une manière générale, de savoir, enfin, en tout cas, c'est ça qui m'a permis après de rebondir c'est d'avoir tout de suite quelque chose qui te tient et qui te permet de t'organiser pour la suite. Donc évidemment, il y a eu quelques semaines, mois longs pour réparer le bateau, Essayez peut-être, Thomas, aussi de comprendre ce qui est arrivé. Ouais. ouais, de comprendre. Évidemment, c'est important, mais bon, après de comprendre, je pense qu'on analyse les choses quand même assez vite. Surtout, ce qu'on a besoin nous, c'est de se reprojeter dans d'autres projets, comme tout le monde. Enfin voilà, si il y a des choses qui nous tiennent et qui nous permettent d'avancer. Et Et, donc et- nous, en fait, moi, dès le lendemain de l'arrivée, déjà, je sais que je veux être sur la prochaine édition 4 ans après. Et c'est là où je fais une rencontre assez dingue avec un des partenaires qui a suivi d'ailleurs ce Vendée Globe 2016, qui est le patron de la société Advance, qui est toujours mon partenaire actuel. Et en fait, c'est quand je reviens dans le Nord pour raconter un peu cette expérience à la fois heureuse et malheureuse, parce que malgré tout, ce Vendée Globe-là, il a été beaucoup suivi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pas un Vendée Globe, c'est pas que la course en elle-même. Il y a tout ce qui se passe avant, il y a tout ce qu'on porte aussi comme message ou comme projet dans nos voiles. Et en fait, j'en parle à Alexandre Fayol à ce moment-là. Il me dit, écoute, moi j'y retourne. Je sais pas encore comment, mais j'y serai. On a envie de construire un beau bateau, voilà, pour être performant sur le projet Vendée. Si ça te branche d'être avec nous, ben voilà. Et en fait, assez rapidement, on arrive à s'organiser avec d'autres chefs d'entreprise du Nord qui ont suivi un petit peu ce Vendée Globe 2016, qui avaient pas envie de voir le truc s'arrêter, à lancer la construction d'un bateau. Alors dans un premier temps, c'était des investisseurs finalement. Donc moi, j'avais pas de budget de fonctionnement ou de sponsor en tant que tel, mais j'avais quand même eu un petit groupe qui m'ont aidé à lancer la construction d'un nouveau bateau. Alors, quand tu expliques justement qu'à chaque fois qu'on est venu te proposer un projet, tu as dit OK, on y retourne, mais par contre, avec un vrai projet, avec une vraie structure, est-ce que c'est dans cette optique et est-ce que ça a été le déclencheur pour que tu te dises OK, donc la meilleure manière peut-être d'optimiser et d'avoir un projet à moyen et long terme, c'est de créer mon écurie? Ouais, c'est à ce moment-là, oui, je monte l'équipe que j'ai aujourd'hui. On est une trentaine de personnes là maintenant. On a deux IMOCA en gestion, donc mon bateau et puis mon ancien bateau, sur lequel navigue Sam Goodchild. Donc ça, c'est un peu le finalement mon actualité aujourd'hui. Mais en 2017, on monte cette écurie, on est 2, 3, 4, 5, puis en fait l'équipe s'étoffe et on construit un super bateau qu'on met à l'eau en 2019, voilà, et avec lequel je boucle mon premier Vendée Globe en Exact. 2020, donc il y a 4 ans.
Exact, avec un nom qui est marquant, hein, parce que je crois que le bateau, effectivement, en 2020, vous le mettez à l'eau, vous changez le nom du bateau, qui va devenir Link Out, où tu fais un super départ du Vendée Globe, que tu vas terminer cette fois-ci en 6e position. Comment tu l'as vécu, ce deuxième Vendée Globe? Différemment, probablement, de par l'expérience que tu avais, de par une structure qui s'est développée. Déjà, je fais un Vendée Globe avec un projet assez décalé par rapport à ce qui se fait, c'est-à-dire que le partenaire Advance s'efface complètement et laisse toute la visibilité à un dispositif créé par l'association Entourage qui s'appelle Linked Out et qui remet à l'emploi des personnes en grande précarité. Et c'était vraiment une grosse envie de ma part, mais aussi d'Alexandre Fayol, le patron d'Advance, c'est de réussir à avoir un projet qui puisse avoir un vrai impact. Et c'est vrai que on avait l'envie d'utiliser finalement ce coup de projecteur médiatique qu'on peut avoir sur des grandes courses au large Bien sûr. pour voilà aider une cause. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, puisque ce dispositif Linked Out qui avait remis, quand on les a rencontrés, une quinzaine de personnes à l'emploi, c'est une espèce de POC. Euh, Finalement, à la fin du Vendée Globe, je crois qu'il y avait voilà 400 personnes qui ont trouvé du taf. Hein. C'était un peu des personnes inemployables au départ. Et aujourd'hui, l'association Entourage est installée partout en France. C'était un truc parisien. Et aujourd'hui, voilà, c'est une belle asso avec un vrai impact mesurable. Voilà. Ça donne aussi beaucoup d'énergie d'avoir ça dans nos voiles. Et ce Vendée Globe 2020, sportivement, il est pas évident parce que je suis en tête en Atlantique Sud, donc sur le premier tiers du parcours. Je me sens bien à bord et en fait je casse un foil. Alors les foils, pour ceux qui n'ont pas encore trop connaissent pas trop le truc, c'est un peu nos ailes d'avion qui permettent aujourd'hui de faire Ce qui voler vous les bateaux. De ce que j'ai pu lire, c'est autour de 22 nœuds, c'est ça? C'est ce qui permet au bateau de décoller? Oh même plus, hein, là on se rapproche presque des 40 nœuds Ouais, avec des ouais. monocoques qui portent du plomb, hein, des bateaux qui font 9 tonnes, donc c'est juste incroyable ce qui se passe là en course au large sur les bateaux du Vendée Globe depuis 4-5 ans. C'est voilà, c'est juste C'est des Formule 1 des mers. un saut technique. Ouais, une Formule 1, mais enfin, au final, là l'évolution en vitesse, si on la compare au sport auto, enfin on a multiplié par deux nos vitesses. Enfin, c'est assez dingue. Et de faire partie un peu de cette mission technique, c'est aussi un truc très très passionnant dans nos projets. Et donc ce Vendée Globe, je casse ce foil, donc du coup c'est comme si on me coupait une jambe, quoi. Hein. Donc je finis la course à cloche-pied, donc je fais les trois quarts les deux tiers du Tour du Monde sans ce foil. Je coupe la ligne d'arrivée en 4e position et je suis classé 6e puisqu'il y a eu des bonifications de temps pour les bateaux qui se sont déroutés pour le sauvetage d'un autre marin de la course. Voilà, donc finalement, bon, j'ai navigué aux avant pas tout le tour du monde, mais je suis classé 6e à la fin et avec cette jambe en moins. Donc j'ai pas hyper bien vécu cette fin de tour du monde parce que je suis un compétiteur, je savais que j'avais un bon bateau, j'étais bien prêt, mais avec toujours à l'arrivée de ce Vendée Globe une grosse envie à la fois des partenaires, de l'équipe, de moi-même, de D'y retourner. rebondir et de se reprocher sur le Vendée Globe suivant qui arrive là dans un an. Qui arrive dans un an, effectivement. Et quand on est compétiteur, comme tu l'as dit, quand on casse un foil, je sais qu'il y a une grosse partie stratégie, hein, avec des équipes qui observent les autres participants, le moins de signes de faiblesse. Quand c'est comme ça, est-ce qu'on communique qu'on a cassé son foil ou est-ce qu'on ne dit rien à personne, même si les vitesses doivent être forcément différentes et les stratèges, les équipes stratégiques des parties adverses doivent observer, mais est-ce qu'on le communique, ça? Il y a plusieurs écoles. Il y a pas on n'a pas le droit d'assistance. Donc ça veut dire que on a des équipes qui travaillent beaucoup en amont, mais une fois qu'on est en mer et pendant un Vendée Globe, on est les seuls maîtres à bord, c'est-à-dire qu'on récupère nos informations météo, c'est nous qui les traitons, qui établissons nos stratégies. Donc il n'y a pas d'équipe. Il y a une équipe qui peut intervenir, en tout cas, qui peut venir donner des conseils quand il y a une casse importante, ce qui était mon cas là pour le coup. Voilà, mais sinon pour tout le reste, l'équipe n'a pas le droit d'intervenir. On n'a pas de contact. Ok. Non, non, non. Il y a des contacts pour dire ok tout va bien, mais il n'y a pas d'échange Sur la sur stratégie la adoptée. stratégie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en course au large, il y a un peu deux écoles, c'est-à-dire que où on cache un peu les casses pour pas montrer de faiblesse à l'adversaire, ou enfin ça c'est un point de vue, hein.
où finalement on raconte finalement ce qu'on vit et notre histoire. Et moi, je suis plutôt dans cette On le partie. partage. J'ai pas non Ouais. plus envie de tout cacher. J'ai plutôt envie de partager parce que bah, c'est une compétition, mais c'est aussi une aventure incroyable. Et puis sur un Vendée Globe, évidemment, il nous arrive plein de choses. Des Ouais. casses, on en a tous les jours. Des problèmes, on en a beaucoup. Et donc voilà, il y a ce partage aussi avec le public qui est chouette. Enfin, moi, c'est c'est ma passion, la mer, les bateaux, et donc voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir partager tout ça, c'est aussi important pour moi. C'est vrai que l'impact que tu as eu, alors quand je dis l'impact, c'est l'impact en termes de communication. C'est vrai que le bateau Link Out, quand les gens qui suivent le Vendée Globe, tout le monde connaissent ou reconnaissent le nom et se souviennent effectivement du fait que tu as été leader plusieurs jours, mais aussi ce qui est tout à fait honorable, c'est la vision et la mission de ton partenaire Advance qui, c'est justement dénué de tout intérêt a préféré rebaptiser le bateau pour justement avoir de l'impact. Et franchement, un grand bravo à ce monsieur qui a eu cette initiative et qui t'accompagne. C'est tout à son Et honneur. c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, on va en parler bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, mais je déroule mon film. Mais c'est vrai que c'est une belle rencontre et bravo pour cette initiative et l'impact à travers tout ça. Et je reviens juste sur un point, Thomas, quand tu dis que les bateaux, on est passé en vitesse à x2, ça veut dire que la manière de naviguer est probablement aussi totalement différente. La manière de naviguer est assez différente. Ça reste du bateau à voile, ça reste de la course au large. Mais c'est vrai que, alors, pour l'anecdote ou la petite histoire, j'ai un souvenir justement de ce bateau-là, donc qu'on a construit en 2019, qui est finalement la première génération de bateaux avec des grands foils, donc de bateaux qui sont capables de voler dans certaines conditions. Où quelques jours, enfin quelques semaines après sa mise à l'eau, on découvre complètement le bateau et on participe à un événement à Lorient où on fait des runs, on fait c'est 1 000 nautiques, donc c'est très très court, ça dure 1 ou 2 minutes. Et finalement, c'est le premier événement, ou en tout cas la première navigation, où on navigue avec un peu de vent. Il y avait 20-25 de vent. Et en fait, sur ces runs de vitesse, on hallucine complètement du monstre finalement qu'on a construit. Et on tient notre respiration pendant ce run de vitesse. À l'arrivée du run, on tire la barre, on arrête le bateau. Et on se regarde tous, on dit, mais est-ce qu'on s'est pas trompé, quoi? Est-ce qu'on n'est pas parti dans un truc qu'on va pas savoir gérer, qu'on va pas savoir... est-ce que c'est un bateau qu'on va savoir mener en solitaire? Maîtriser, ouais. Euh, et- mais c'est... ouais, je me souviens bien de ces moments-là, parce que c'est vraiment là où on se rend compte du potentiel de ces bateaux-là. Est-ce que les records à travers ces bateaux-là, Thomas, est-ce que les records t'intéressent? C'est-à-dire, est-ce que tu as des records en tête? Parce que je sais qu'il y a des records de vitesse sur 24 heures, sur un nombre de milles nautiques, sur des traversées. Est-ce que les records aujourd'hui, c'est des choses que tu as en tête ou pas pour le moment? Oui, des trucs qui sont sympas malgré tout. Moi, ce qui vraiment m'anime, c'est la confrontation aussi, c'est la compétition. Bah, l'aventure, évidemment, est d'être en mer, mais quand même, ce jeu d'échecs sur le plus Ouais, de grand terrain de jeu du stratégie. monde, Ouais, je comprends. il est passionnant. Et ça, de le faire avec une flotte aujourd'hui de 40 bateaux, ce qui est complètement exceptionnel en IMOCA, hein. Bah, c'est vrai que le nombre de bateaux au départ aujourd'hui de ce type d'épreuve, c'est juste incroyable, quoi. On se rend compte qu'il y a une vraie ferveur populaire autour de ça, qu'il y a de plus en plus de bateaux au départ des épreuves, voire même certaines épreuves sont ce qu'on peut dire sold out, c'est-à-dire les catégories sont complètes et archi complètes. J'ai eu la chance de rencontrer pour un épisode justement Yves Leblévec à Saint-Malo lors de la dernière Route du Rhum. C'était de la folie, en fait. Moi, j'ai pris une énorme claque en découvrant un départ d'épreuve Ouais. à la voile. Alors, c'était la Route du Rhum, hein, mais il y avait un nombre de bateaux record, et c'est comme ça sur beaucoup, beaucoup d'épreuves. Tu l'as associé à quoi? Pourquoi autant d'effervescence aujourd'hui autour de la voile? Eh ben, écoute, je pense que c'est un sport qui peut inspirer probablement. Après, pourquoi plus qu'un autre sport? Je pense, je saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est voilà, on a des bateaux qui sont magnifiques, on a un terrain de jeu incroyable, on a des courses qui durent, des courses avec des histoires aussi, il y a un historique derrière toutes ces courses au large.
Donc voilà, je pense qu'il y a un bon mélange voilà, que le Pour public inspirer. aime, les annonceurs aiment, et donc ça en fait voilà, aujourd'hui des courses qui se remplissent. Ça fait des belles C'est vrai histoires. que la classe IMOCA en particulier, donc les bateaux du Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, il n'y a pas, comme sur une route du Rhum, une route du Rhum, il y a des multicoques, il y a des classes 40, il y a des IMOCA, il y a plein de catégories. Le Vendée Globe, c'est vraiment un type de bateau, les IMOCA, des bateaux de 18 mètres avec des règles assez simples. Et c'est vrai que cette classe de bateau, moi, je la trouve assez dingue. Alors souvent, on me demande, mais là, tu avais gagné beaucoup de courses. Est-ce que la suite, c'est pas d'aller en ultime, donc sur ces Ah grands bah, multicoques? c'est une question que Bah, j'allais te aujourd'hui, poser. j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie parce que en ultime, bah, c'est super. Ils font des bateaux qui sont magnifiques. C'est tous les plus rapides du monde. Mais il y a 5 bateaux sur la ligne de départ. Et euh, bah, en IMOCA, on est 40. Et en fait, bah, pour moi, ça fait toute la différence. Ouais, je Et c'est vrai que comprends. j'ai besoin voilà, cette régate, moi, qui m'anime. Alors évidemment, c'est des bateaux qui vont vite et exceptionnel, mais quand même, ce jeu à 40 bateaux, Il est différent. Il est et ça, on différent. l'a, sur la course au large, sur les Jacques Vabre, sur le Vendée Globe. Et c'est vrai que c'est une classe de bateau qui a, qui a, euh, qui a un circuit bien en place, et qui a, bah, cette course, quoi, hein, le Vendée Globe, qui est juste, qui est la grande course à la voile, ultime, quoi. Ouais, complètement. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, j'évoquais justement le fait d'avoir été au départ de la Transat Jacques Vabre, donc la Transat Jacques Vabre qui, après justement le Vendée Globe de 2020, bah, tu étais au départ également, tu l'as remporté en battant un nouveau record. Ça aussi, c'était un beau partage. Et derrière, bah, en fait, voilà, tout ça fait de toi une personne qui a gagné les 5 grandes courses transatlantiques sur 4 supports différents, en mini, en classe 40, en Figaro, en IMOCA. Donc effectivement, la question de l'ultime, j'allais te la poser, mais tu as répondu. Et puis depuis, le projet Link Out a pris, je dirais, de l'ampleur, parce qu'aujourd'hui, tu vas être au départ dans quelques jours de la Transat Jacques Vabre, avec un bateau qui va, enfin, en tout cas, dans un projet qui est Fort People. Tu peux nous en parler d'ailleurs? Oui. En fait, c'est vrai quand on revient du Vendée Globe 2020, euh, très rapidement, il y a la Transat Jacques Vabre l'année suivante, puis la Route du Rhum. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs sportifs. Euh, on gagne les 2 courses. Alors je dis on parce que, alors c'est important de le rappeler, hein. C'est que c'est vrai que la face visible, ça reste le navigateur solitaire sur son bateau. Mais c'est un sport collectif de fou, quoi. C'est-à-dire que tout est organisé, pensé, préparé en équipe. De la conception des bateaux, la préparation du marin. Voilà, alors c'est sûr qu'il y a un moment donné, c'est moi qui suis dans la surface de réparation, mais c'est vraiment c'est la fin de l'action, quoi. Et qu'avant ça, bah, il y a quand même toute une équipe qui prépare ces courses-là. Et donc c'est moi, c'est aussi ça qui me passionne et qui me prend au trip dans ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment ce partage avec tout le monde. Et donc on a cette Jacques Vabre, cette route du Rhum. Et en parallèle de ces courses-là, on a lancé la construction d'un nouveau bateau qu'on a mis à l'eau là en début d'année, avec finalement tous les retours d'expérience du Vendée Globe 2020 et des années précédentes. C'était des années où on découvrait finalement cette nouvelle façon de naviguer avec des foilers. On lance la construction d'un bateau avec un cahier des charges assez précis, avec le choix d'architecte qui avait jamais fait d'IMOCA, avec Antoine Coche, et qui s'est associé par contre avec un cabinet qui en avait fait beaucoup, Finoconc. Et donc en fait, on fait un choix un peu décalé par rapport à la concurrence de choisir un architecte marin avec qui j'avais navigué sur la Jacques Vabre en 2019 d'ailleurs. Et donc on a construit un nouveau bateau et la question se posait de bah, qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien, en tout cas le bateau utilisé sur le Vendée Globe, la Jacques Vabre et le Durham. En fait, on s'est dit bon, ce bateau, il peut nous aider, c'est une référence du circuit, il peut nous aider à développer le futur bateau. Et donc a germé cette idée de monter un collectif, ou en tout cas une écurie ou un collectif à 2 bateaux. Et donc on a trouvé des nouveaux partenaires, un nouveau skipper, donc Sam Goodchild, qui a été accompagné pendant longtemps par Layton, donc Layton Group, qui a rejoint Advance en tant que partenaire financier.
Sam Goodchild nous a rejoint pour skipper mon ancien bateau. Euh, et puis moi, j'ai réceptionné le nouveau bateau là en début d'année. Et donc, on a voulu augmenter un peu le curseur de la partie sportive, mais on a voulu aussi faire la même chose sur l'impact sociétal que pouvaient avoir nos projets. Donc aujourd'hui, on a un collectif qui s'appelle We Sail for People and Planet, un bateau for people, le mien, et puis le bateau for the Planet, bateau de Sam Goodchild, avec des partenaires d'impact que sont donc Entourage, qu'on continue à suivre. Hein. Donc Entourage, qui est l'association qui a porté le dispositif Ringed Out. Et puis, on a un nouveau partenaire d'impact qui nous a rejoint, qui s'appelle Team for the Planet, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Et la particularité finalement de ces deux partenaires d'impact, c'est que on a quelque chose de très mesurable. C'est pas juste un beau discours, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et c'était vraiment la priorité pour nos partenaires, pour nos équipes, de pouvoir avoir quelque chose de mesurable et de très concret dans ce qu'on porte, dans ce qu'on diffuse comme message sur nos bateaux. Donc voilà, ça en fait un projet passionnant à tous les niveaux, parce qu'il y a la partie sportive, il y a la partie développement des bateaux, mais il y a aussi toute cette partie, on va dire, communication, mais qu'on veut impactante. Donc c'est là où, voilà, En tout aujourd'hui, cas, ça fait beaucoup ce de, projet qui en est là aujourd'hui. en tout cas, ça fait beaucoup de sens pour ton équipe, pour toi-même, pour les partenaires. Et est-ce que ça ne serait pas justement cette manière-là de collectif avec ce projet sociétal? Est-ce que ça serait pas une nouvelle approche ce qu'on pouvait appeler peut-être avant le sponsoring? Bien sûr, clairement un truc nouveau, Alexandre Fayet en parle très bien. C'est-à-dire que il part du principe qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'entreprise qui peut faire changer les choses, qui peut faire bouger les lignes, et que la réussite économique, elle ne peut plus profiter qu'à quelques actionnaires, ou en tout cas, et finalement ce que fait Advance et Layton aujourd'hui, c'est très innovant. C'est-à-dire que là aujourd'hui, Advance, je crois que c'est 50% de la valeur de son entreprise qui est reversée à des fonds de dotation pour financer des projets impact. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, il utilise vraiment sa réussite économique pour euh, changer le monde. C'est un très grand mot, mais en tout cas, pour essayer d'insuffler une autre énergie et changer l'approche économique des entreprises. C'est vraiment la grosse envie ou l'idée de nos partenaires aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut faire différemment, euh, et que voilà, le monde de l'entreprise, c'est à eux de se bouger, quoi. Ouais, en tout cas, je trouve l'approche très, très intéressante et totalement innovante. Et quand on est passionné comme tu C'est l'es, vrai que ce truc entre le monde de l'entreprise, l'associatif et le sport, ça en fait un truc, en tout cas un triptyque voilà, qui fonctionne bien, qui permet. C'est vrai que faire de l'associatif ou mettre en avant des causes, ouais, c'est hyper puissant, ça c'est peut être hyper puissant. compliqué par les juniors. Et finalement, de mettre tout ça ensemble, ça peut permettre de faire, en tout cas moi je le vis là au quotidien, ça peut permettre de faire des choses vraiment vraiment chouettes, qui fonctionnent et qui font bouger les choses. On est à quelques jours du départ là, de ton prochain objectif sportif, comme tu l'as dit. Mais entre tous ces événements, comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Vie perso, vie pro, vie sportive, ça nécessite beaucoup d'investissement. Skipper professionnel est aussi un métier passion. Comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Est-ce que tu as d'autres sports à côté pour t'entretenir? D'autres passions peut-être? Oui, j'ai d'autres passions. Alors, c'est sûr que j'aurais besoin de plusieurs vies, mais en tout cas, il y a évidemment une préparation sportive parce que c'est des bateaux qui sont pile. Alors, je passe pas ma vie dans une salle de sport. Hein. On fait surtout beaucoup de gainage et de préparation, tout simplement pour pas se blesser. Après, oui, j'ai d'autres passions, la montagne. Je fais beaucoup de surf, de la course à pied. Voilà, donc il y a pas que la voile. Évidemment, j'aime le sport en général, donc je pratique d'autres disciplines, mais euh, mais oui, l'environnement autour est important pour préparer des projets comme cela.
en Vendée Globe, une campagne Vendée Globe, c'est assez engageant. C'est engageant familialement, c'est engageant pour les équipes. Et on a aussi des équipes, les équipes sont autant passionnées que nous. Et finalement, je pense que c'est aussi ça qui nous tient parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, beaucoup de moments pas à la maison. Donc, ouais, c'est pas tout le temps facile à mettre en place, pas tout le temps simple à gérer, mais voilà, comme tu dis, hein, c'est de C'est passion aussi. passionnant, Voilà. voilà. On fait en sorte que ça se passe bien. Ça reste passionnant. Et là, au moment où on enregistre, on a à quelques semaines du départ, mais est-ce qu'il y a des process qui se mettent en place, des process de préparation? Est-ce que ton équipe, elle a comme ça, on va dire, un rétro-planning à 2 semaines avant le Oui, départ, voilà ce qu'on a à faire, à une semaine avant le départ, voilà ce qu'on a à faire, et probablement 3 jours, 2 jours, 24 heures avant le départ, là, bah, tu dois te mettre dans ta bulle également. Est-ce qu'il y a un protocole sur comment t'amener aussi mentalement, parce qu'il y a probablement une grosse préparation mentale aussi pour ça, dans les meilleures conditions? ce qui est sûr, si on connaît la date de départ et que là, d'aujourd'hui, planifier aussi bien la partie média, presse, technique, ça reste un sport mécanique, donc il y a aussi beaucoup de d'aléas dans notre sport, et c'est aussi ça qui en fait un truc un peu à part ou différent. C'est-à-dire qu'on a euh, on peut avoir des casses, on peut avoir des soucis techniques, on est sur le développement de bateaux prototypes. Typiquement, nous là sur cette saison-là, on a fait un beau début de saison en gagnant la course, mais par contre, on a eu une casse structurelle au mois de juillet, donc c'est là où on voit aussi toute la qualité de l'équipe, c'est que tout le monde a réussi à se mobiliser pour que le bateau soit bien prêt pour cette Transat Jacques Vabre. Donc on manque un petit peu de navigation. Euh, mais j'ai un co-skipper d'exception avec Morgan Lagravière, une équipe incroyable, un nouveau bateau qui est extrêmement bien né, un chouette collectif avec Sam Goodchild sur l'auto où on partage beaucoup de choses, parce qu'il y a des précurseurs finalement aussi dans ce sport-là, d'avoir deux bateaux qui s'associent et qui partagent l'ensemble des données, parce qu'il y a beaucoup de données qui circulent dans nos bateaux. Euh, voilà, tout ça est assez innovant, mais oui, voilà, les dernières semaines jusqu'au départ, elles sont pas mal calées et tout est planifié. Alors après, tu parlais un peu de préparation mentale. Moi, meilleure préparation mentale, c'est le temps que je passe avec l'équipe, voir que mon bateau techniquement est bien fait. C'est du plaisir aussi avec mon co-skipper Morgan Lagravière, avec qui je m'entends extrêmement bien et avec qui on fait vraiment voilà, une équipe très complémentaire. Donc, c'est aussi un peu le truc que j'ai envie de bien garder avec toute l'équipe, et que tout le monde puisse prendre du plaisir. Et je pense que c'est une des clés de la réussite aussi, quoi. Que tout le monde se sente bien dans le projet, Ouais, très clairement. qu'on prenne du plaisir entre nous, avec nos partenaires, et, voilà, et qu'on soit fiers de nous à la fin. Bon, et sur cette transat, alors même si tu l'as dit, il y a les aléas météorologiques qui vont faire changer probablement les plans, mais tu es sur un objectif de combien de jours? C'est une très bonne question. Euh, ouais, ça va être en 15 et 17 jours, à peu près. C'est pas une transatlantique directement aux Antilles. On a une marque de parcours au large du Brésil. Et donc voilà, on va contourner deux petites îles au large du Brésil avant de remonter vers les Antilles. Donc c'est une transat finalement assez longue, hein. Si on voulait traverser en direct, comme une route du Rhum, c'est entre 11 et 13 jours. Là, on va en voilà, 16, 15, 17 jours. Bon, on va suivre ça avec grande attention, hein, suivre ton bateau, mais également celui de ton équipier. Alors, c'est pas ton co-skipper, parce que ton co-skipper va être avec toi sur le bateau, mais l'autre équipe, en tout cas le collectif que vous avez monté, on retrouvera tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, on arrive sur la fin de l'épisode, Thomas, parce que je sais que tu es très occupé, mais si tu avais un dernier conseil, un dernier message à faire passer aux auditeurs, mais aussi aux jeunes aspirants navigateurs qui rêvent de suivre tes traces, ça serait lequel? C'est d'y aller avec beaucoup d'envie et de passion. C'est vraiment ce qui caractérise aussi ce sport. Mais c'est de pas lâcher parce que c'est aussi des sports où même dans le montage de projet, il y a il y a des hauts, mais il y a aussi beaucoup de bas. Et voilà, donc c'est de garder la motivation, de pas lâcher si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Il faut y aller, pas hésiter, quoi.
Bon, un grand merci en tout cas pour ton témoignage, un grand merci pour le temps consacré à nous partager ton parcours, tes projets, ta vision sur le podcast. On va suivre bien évidemment la Transat Jacques Vabre, mais aussi les nombreuses transatlantiques dont tu nous as parlé dans les 6 mois qui viennent, et puis bien évidemment dans un an, mais en même temps c'est vite là. Hein, quand on est sur un projet Vendée Globe comme ça, un an, c'est quasiment le money time pour préparer un projet. Donc en tout cas, voilà que... Comme je dis parfois à certains, en tout cas à mes invités qui sont dans les sports d'outdoor, c'est que tu as le vent dans le dos. Hein. Je pense qu'à la voile, c'est plutôt favorable. En tout cas, tout le meilleur pour cette aventure et pour la suite, Thomas. Et en tout cas, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.